À l'heure actuelle, ça sert plus à rien de copier. Quand tu veux copier, ça veut dire que tu veux des résultats instables. Même si tu te fais pas shutdown, t'arriveras pas à scaler parce que il faut que tu surclasses le compétiteur. Tu vas pouvoir bloquer des pays, tu sais que tu veux pas que les gens arrivent. Admettons que tu sais que tu es dans un pays européen. S'il y a d'autres pays qui viennent, tu sais que c'est pas les acheteurs, ça peut être des dropshippers ou ça peut être des gens mal intentionnés. Boum, tu peux bloquer tous ces pays. J'espère qu'ils vont mettre une mise à jour pour Trend Track aussi. J'ai vu dans Analytics sur un de mes shops aux US, session, overtime, Trend Track. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais mentionné. C'est un truc qu'on a remarqué récemment. En fait, on fait acheter les gens très rapidement. Je pense que c'est dû à mes ads et à mon copywriting. C'est peut-être trop poussé. Et du coup, les gens achètent très très vite. C'est-à-dire que tout ce qui va venir ralentir, ça freine le taux de conversion chez nous. Tes clients qui ont passé le plus de commandes, c'est eux qui ont le meilleur avis, sont vraiment satisfaits de ton produit. À eux déjà, tu peux leur demander des ads. Même si elles sont moches, elles vont bien marcher parce que c'est vraiment le client type. Si tu récoltes des avis des personnes similaires comme ça, oui, tu auras des ads bangers. Si tu les mixes, t'as tes top ads. Nouvel type d'LP là qui cartonne bien. Là. Une LP type comparateur. Admettons, on a une brand sur les vases. Ok. Vous allez venir créer un advertorial et cet advertorial là, il va venir comparer toutes les solutions qui existent. Donc en fait, ça va venir targeter ceux qui sont aware des solutions, mais ils savent pas quelle est la meilleure solution. Et en fait, tu vas venir psychologiquement favoriser qu'ils achètent chez toi. Nouvel épisode Master. Aujourd'hui, je suis très bien accompagné. Salut Nico. Hello Mathéo. Donc aujourd'hui, on va faire un épisode, c'est qu'on va essayer de condenser en un minimum de temps, un maximum de value. On va vraiment faire un effort. Il y aura peu de longues discussions. Ça va être value sur value sur value. Donc j'espère que vous êtes prêts. Donc Nico, par quoi on peut commencer déjà pour leur donner un maximum de value? Qu'est-ce que tu as appris cette semaine de valuable que tu pourrais partager ici? Que ce soit actualité, e-com, etc. Actualité, l'IA, elle va d'une rapidité monstre. Et en ce moment, on a le VO3 qui est incroyable. Il peut vous donner des ROS de dingue. Donc, faites en sorte de mettre ça dans votre pipeline de créative. On a Eleven Lab qui a sorti une V3 qui fait des voix de malade. Il est 18h27, le dîner commence dans 33 minutes et moi je suis encore en train de courir dans les rayons de Monoprix à la recherche d'un dessert potable. À la base, j'étais juste venu pour des chips. On peut vraiment l'adapter à notre sauce et ça, c'est vraiment banger. Donc, si je te coupe pour VO3, comment les gens peuvent accéder? Ceux de nos schools peuvent accéder, on a envoyé le process, etc. Comment même pas payer. Mais pour ceux qui sont pas dans le school, pour ceux qui connaissent pas VO3, comment ils peuvent y accéder? Alors, vous avez plusieurs manières d'y accéder. Je sais que maintenant, sur Canva, il y a des disponibilités. À voir combien de tokens on peut l'utiliser, combien de fois on peut créer de vidéos avec le VO3. Sinon, je sais que sur Upwork, vous pouvez demander freelancer, vous faites un post recherche VO3 éditeur développeur. Vous pouvez trouver des freelancers qui ont la licence VO3. Après, vous pouvez faire des manipulations un peu comme on l'a mis sur le school. L'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui a la licence déjà pour vous. Et je pense que même Google, là, dans les prochaines semaines qui arrivent, ce sera plus répandu et on pourra l'avoir plus facilement. Oui, il y a sur Leonardo aussi. C'est qu'il est accessible. Nous, on n'a pas réussi, en fait. Ah ouais? Bon, enfin, on a réussi, mais on peut avoir quoi 6, 10 Par mois? par jour. Par jour, ouais, c'est déjà bien. C'est bien, mais quand tu fais 3 VO3 et que tu veux faire des modifications, ça part vite. Mais ça, c'est une nouveauté IA de là, juste ces derniers jours. C'est banger. On a aussi Midjourney qui ont encore amélioré leur système de vidéo. Mais pour les créas, c'est pas encore idéal, je trouve. On a aussi Agen qui a été mis à jour les dernières 48 heures, 24 heures. Et ils ont un peu copié Arcade, mais ils le feront mieux. Ça veut dire on peut avoir des avatars qui tiennent le produit. Et ça, c'est vraiment banger. Agen, 10 sur 10 là, sur les mises à jour qu'ils font. Ouais, Agen, à l'heure actuelle, ils permettent avec une photo d'un avatar, une photo de votre produit, faire un UGC avec la vidéo et c'est ultra réaliste. Donc, Agen, en fait, tous les outils commencent à pousser et ça commence à devenir ultra professionnel. Donc là, nous, on est en train de faire des process à l'interne sur comment faire du contenu, sourcer du contenu avec l'IA. Non plus envoyer avec les content créateurs, mais avec l'IA, chaque semaine, comment sourcer le contenu, quel type de contenu. Il faut les deux quand même. Ouais, il faut les deux. On fait encore les deux, mais on fait du process supplémentaire. C'est-à-dire que là, je suis en train d'intégrer dans la semaine de sourcing du contenu IA. C'est-à-dire qu'il va venir garder les top ads, nos top b-roll qu'on a dans les ads, et il va venir les refaire en IA. C'est-à-dire faire des lookalike, c'est-à-dire des footages similaires de nos top ads grâce à l'IA. Et l'autre IA que Agen, parce que récemment, là, on a pris des produits qui fonctionnaient bien aux US, boum, on a lancé en Europe, juste en traduisant avec l'IA tout de A à Z.
Et l'IA, elle s'appelle Vozo, donc vozo.ai. Et ça nous a mieux traduit que Agen. Donc, bon, là, Agen ont mis une mise à jour, mais pour la traduction avec les lips, etc., là, Vozo a fait un travail phénoménal. Et on a pu l'utiliser et puis bien se peine dessus. Insane. Ouais, l'IA maintenant, ça va être un indispensable. Indispensable pour l'e-commerce, indispensable pour tout le reste. Il y a aussi les agents IA. On sait qu'on est de plus en plus, on se forme dessus pour pouvoir automatiser tout un business e-commerce parce que de plus en plus, on pourra travailler de moins en moins dans une grosse compagnie. Ouais. Et ça, c'est juste trop bien parce que l'humain, ça demande tellement d'efforts. Tandis que quand un agent IA, il travaille toute la nuit, il est 100% fiable. Ouais. C'est insane. Ouais, c'est important de former ses employés sur l'IA. Si aujourd'hui vous avez énormément d'employés qui utilisent très peu l'IA, il faut les former sur l'IA parce que c'est eux qui l'utiliseront le plus au final. Là récemment, il y a une étude qui montre que tous les utilisateurs de ChatGPT, contrairement à ceux qui utilisent Google, par exemple, pour faire de leurs recherches et répondre à toutes leurs questions, envoyer des mails, etc., leur cerveau se développe beaucoup moins. Donc il faut aussi faire attention. Je mettrai à l'écran cette étude qui a été sortie. Et il faut toujours utiliser notre cerveau le plus possible. Je dirais pour le long terme, c'est quand même important. Donc, de toujours entraîner son cerveau à faire des choses c'est sûr, qui impliquent. Vu qu'il sait tout faire, on ne réfléchit même plus. Ouais, je suis 100% d'accord. Donc, il faut faire gaffe à pas dépendre 100% de l'IA. C'est-à-dire à faire quand même des petits efforts à sortir de l'IA. Parce que l'IA a pas, ChatGPT du moins, a pas les réponses à tout. Par exemple, en termes de calcul ou de réflexion, il se trompe. Et tu vois, moi, par exemple, cette semaine, je voulais calculer de manière plus précise les calculateurs de rentabilité en e-commerce en tenant compte de différentes variables, qui est taux de retour, taux de remboursement, les frais de paiement possesseur, les abonnements, le churn, etc. Impossible à avoir un résultat avec ChatGPT parce qu'il est sûr de son résultat, il te le donne, tu vérifies, c'est faux. Et ça demande encore plus d'énergie de le faire avec ChatGPT que de le faire tout seul. Et au final, j'ai fait tout seul et c'était juste. Et après, je lui dis oui, il me dit oui, c'est juste. Mais entre-temps, chaque résultat que je disais, il me disait oui, c'est juste. Et en fait, pour moi, ChatGPT, il n'est pas encore 100% optimisé sur tout ce qui est calcul, etc. Je pense qu'il est bien bridé aussi. Ouais. Mais après, pour le reste, il est insane. Pour créer des images, pour moi, c'est la meilleure update qu'il a eue, c'est pour créer des images. Tu donnes une statique d'une brand qui a fait une super statique de manière visuelle. Tu dis fais-moi la même, il te fait la même. Là, tu as une créative sur ton Ads Manager qui fonctionne bien, une créative statique, tu vois qu'elle performe bien. Ok, tu t'es dit, il y a ce message-là est converti bien, du coup, je vais en faire aussi des vidéos. Mais si tu veux convertir cette image-là en 10 autres images, c'est quoi ton process pour avoir plus de créa en statique avec GPT Alors, chose à savoir, c'est que j'ai pas encore optimisé pour créer quelque chose d'automatisé. C'est-à-dire que je le fais encore manuel. Donc, on a quelqu'un dans la team, c'est le Creative Assistant, qui fait les statiques. Moi, j'en fais aussi. Et moi, quand j'en fais, je ne l'ai pas encore automatisé, mais simplement, je regarde une aspiration. OK, il y a ce tasse-là. ChatGPT, fais-moi la même. Il me fait la même. Et après, sur Canva, je modifie. C'est-à-dire, sur Canva, il y a une fonction, c'est que tu donnes ton image et tu peux sélectionner le texte et tu veux juste modifier le texte, par exemple. Et après, je m'inspire de ce concept pour créer des messages sur cette image-là. Et après, je teste plein de messages différents, on envoie, on regarde où c'est que ça se pend, où c'est qu'il y a de l'attraction, puis après on itère ces messages, ou on itère ces statiques. C'est-à-dire qu'on va venir rajouter plus de biais psychologiques dedans. C'est-à-dire, OK, la statique, c'est juste une headline avec le produit et c'est tout. On va venir ajouter de l'urgence, de la scarcity, enfin de l'urgence ou de la scarcity. Enfin, on va venir ajouter de l'urgence, la rareté, on va venir ajouter des preuves d'autorité, on va venir ajouter en image de la réassurance. En fait, on va venir ajouter en règle générale 2-3 triggers psychologiques pour que ça convertisse. C'est-à-dire qu'on a la headline qui est très émotionnelle. Souvent, la headline, elle va venir créer une image mentale chez le prospect. Ensuite, on a souvent une sub-headline, où c'est que là, ça va être plus de manière logique. Par exemple, c'est... qu'est-ce que je peux prendre comme exemple admettons qu'on vend une canne. OK, une canne pour se tenir. OK, pour les personnes âgées. On va retrouver... arrêtez d'être un fardeau pour vos proches. OK, ça, c'est la headline psychologique. Ils voient une grosse image psychologique qu'ils sont un fardeau pour leurs proches, ce qui est vrai. Et ensuite, en sub-headline, on va venir mettre quelque chose de plus logique pour rassurer le cerveau rationnel. Par exemple, une nouvelle canne faite en titanium 3 en 1, par exemple. Et après la canne, admettons que voilà, ça c'est notre image.
de base, elle suit les structures qu'on veut, elle fait ressentir des émotions, ensuite elle rassure avec du rationnel. Admettons qu'elle marche bien, on va venir rajouter dessus 2-3 autres triggers psychologiques. Par exemple, approuvés par les médecins. Ou par exemple, 50% se termine aujourd'hui. Ou que 5 en stock. D'autres, en fait, triggers psychologiques. Puis ça permet d'itérer en fait, sur les statiques qui marchent bien avec des leviers psychologiques, triggers. Par peu exemple, importe comment on les ces appelle. modifications, tu les fais sur Canva, tu les fais. Ouais, sur Canva, Ok. ultra simple sur Canva. En fait, j'ai tout un dossier où c'est que j'ai pas mal de statiques et pas mal de badges, par exemple, s'il faut rajouter un badge, pas mal d'étoiles, s'il faut rajouter des étoiles d'avis, pas mal de différents visuels où c'est que j'ai juste à transmuter, en fait. Et en termes de nombre de créatives statiques que tu balances sur Meta par rapport aux créatives vidéo, tu as des chiffres, des pourcentages ou c'est. Ouais, là, on a des pourcentages, mais on est en une phase, c'est qu'on analyse tout. Là, actuellement, on analyse combien de nouveaux concepts on lance versus combien d'itérations on lance, quel est le hit rate, c'est-à-dire quel est le taux de réussite des itérations versus des nouveaux lancements, combien on lance de statique, quel est le hit rate par rapport aux vidéos. Et actuellement, on a un hit rate, je crois, qui est meilleur en statique qu'en vidéo. Mais parce que C'est un ensemble. C'est un ensemble. Parce que les gens voient les vidéos, puis ensuite arrivent sur les statiques. Donc, il faut toujours réévaluer les métriques. Et là, actuellement, on est en train de réévaluer, de regarder, OK, quel pourcentage de succès ont chaque chose. Parce qu'après, on crée notre semaine type. Ouais. Ça, c'est un peu plus avancé, mais on crée notre semaine type. OK, sur une semaine type, on va venir créer tant dates, c'est que ça va être des itérations dates winners. Tant dates, une carte, c'est que ça va reprendre tous les dates winners de la semaine passée et on va venir créer des nouveaux hooks. Ou juste copier les compétiteurs en statique, faire les mêmes statiques, mais pour nous. Ou créer des nouveaux angles. En fait, on va venir analyser on va venir créer toutes ces cartes-là dans une semaine type. Et ensuite, comme ça va être beaucoup plus simple pour créer du volume. Ça nous permet de créer 300, 500 ads par semaine si on veut, juste avec une bonne organisation. C'est-à-dire, moi tout seul, je peux, en 4 heures, préparer pour mes équipes 300 ads avec cette bonne structure. Et puis ensuite, on analyse le hit rate et la qualité de chaque carte. C'est-à-dire, on sait que si on prend nos 5 winners et on reteste les 5 hooks, si 2 de ces ads sont winners, on a un hit rate de, je sais pas, 30%, bah, chaque semaine, on va le faire. Ouais. Vu que c'est ultra simple de juste reprendre des nouveaux hooks sur les ads winners. Et comme ça, on sait qu'on a notre semaine type efficace qu'on va venir lancer chaque semaine. Donc voilà, pour répondre un peu à la question. Et pour les statiques, je me suis un peu égaré. Combien on en teste? Actuellement, je crois qu'on teste à peu près... En termes de pourcentage, Ouais, parce que le volume, ça 30% dépend à du peu spend. près. Ok. 30% par rapport aux vidéos. Je Ok. crois que c'est à peu près 30%. Mais c'est ultra simple. On pourrait faire beaucoup plus. C'est vraiment ultra simple. Et tu penses que si tu en fais plus, tu auras des meilleures stats? En fait, on doit juste analyser le hit rate. Et comme ça, on sait que si on a un bon hit rate, on pose plus de volume, on aura plus de winners. C'est pour ça qu'il faut d'abord analyser, puis ensuite savoir, OK, s'il faut poser plus de volume, on pose plus de volume. Quand tu testes autant de créatives, par exemple aux US, sur pas mal d'ad accounts, etc., est-ce que tu as un endroit où tu stockes, tu mets à un endroit toutes les créatives qui n'ont pas passé les testings, pour être sûr que quand tu fais des nouvelles créatives, tu reprends pas ces messages, ces types de créa que tu as déjà fait qui n'ont pas passé le test? Est-ce que tu as un process pour... parce que quand on scale, on fait énormément de nouveaux testings. Est-ce que tu as un endroit, OK, on a ça qu'on a déjà fait, on le refait pas? Est-ce que tu as... Normalement pas, mais ça serait bien d'avoir. Maintenant que tu le dis, Ouais. ça serait bien d'avoir. Parce que normalement, c'est le rôle du créatif stratégiste. C'est-à-dire, le créatif stratégiste, il a la data, il Ouais, voit ce bien qui sûr. marche, ce qui marche pas. Et ensuite, après, il se dit non, ça sert à rien de refaire, je sais que ça marche pas. Comment eux, ils processisent? Est-ce qu'ils ont un endroit où... Je sais pas, je crois pas, Ok. mais ça serait intéressant. Ça serait intéressant de mettre dans un endroit et quand on recrée je sais pas, avec l'IA, OK, dis-moi si on l'a pas déjà testé. Ouais. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, c'est biaisé parce que tu peux avoir un concept qui marche pas, un message qui marchait pas avec un différent concept et tu retestes ce message sur un nouveau concept et ça marche. Tu vois, par exemple, je sais pas, t'avais, que j'ai pris comme exemple avant de la canne. Admettons, on a testé le concept de la canne, devenait plus un fardeau, puis on mettait juste une canne. Ouais. Et ça marche pas. Puis d'un coup, on se dit, OK, mais on va peut-être le tester avec une image d'une dame qui tombe avec sa famille derrière qui essaie de la retenir et qui ont l'air dépité. Peut-être que là, ça résonne plus. Et que si on aurait dit, oh non, ce message, il fallait pas le retester, on l'aurait pas retesté. Ouais. Mais je vois ce Mais que ça, tu veux c'est- dire. ça, c'est plus puissant de le faire avec les créatifs gagnants, du coup. Ouais. En fait, on le Donc, fait avec les créatifs avec gagnants, mais avec Sozy les et créatifs tout. perdants, je pense que ça sera un énorme drive, en fait. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup plus, du coup. Ouais, énormément plus. En fait, Mais tu perds plus, enfin, t'as moins de hit rate, du coup, plus de spend pour avoir une nouvelle winneuse. ouais. Et toi, c'est quoi ton conseil pour comment créer des creative winners?
Moi, la strat qu'on utilise depuis un bon moment, qui fonctionne et qui est testée, approuvée, c'est tu prends, comme d'habitude, tu recherches tous tes concurrents. Tu fais une liste des top 5, 10 concurrents, enfin même top 10 concurrents. Et si c'est en Europe, tu peux voir le nombre d'impressions. Tu vas voir quelles sont les statiques qui ont le plus d'impressions. Si c'est aux US, bah, tu peux euh, passer par différentes méthodes pour savoir quelles sont les statiques qui marchent le mieux, comme celles qui ont duré le plus longtemps, celles qui ont le plus de spends, celles qui ont le plus d'interactions. D'ailleurs, là, on a eu un insight d'une marque Comfort qui ont fait 500 millions à peu près l'année passée, mais tout confondu, hein, bien évidemment, pas que Shopify. Ils ont aussi TikTok Shop, etc. Eh bien, on peut voir encore en ce moment que la créative sur les tarifs est en train d'exploser tous les records. Et je sais pas, toi, si tu l'utilises aussi aux US, parce que bah, du coup, pour ceux qui savent, qui le savent, bah, voilà, Trump, il y a eu les tarifs qui montent, qui descendent, qui remontent. Et ça a été un énorme objet marketing que les gens ont utilisé pour spend énormément sur des créatives. Et notamment, bah, eux, Comfort, ceux qui font les pulls là, ils ont une dizaine de créatives statiques dans les tarifs, dans l'angle marketing du tarif, dont une qui pète tous les scores. Bon, évidemment, ils ont tout un écosystème 360, ils ont du Snap Ads qui spend à 100K, 150KD, et ils ont énormément de micro-influenceurs, mais les gens, quand ils voient cette ads, ça convertit tout le temps. Mais je sais pas si c'est chez toi, c'est la même chose en ce moment. Pareil, ouais, pareil. Mais plus en ce moment, c'est un peu descendu. En fait, dès qu'en fait, il a annoncé que les prix... mais ça fluctue. Voilà, enfin, il a annoncé que les prix, pour finir, ils ont conclu un accord. C'était pas les 100% qu'ils voulaient, mais 30%. Là, on a remarqué quand même un déclin, mais on a toujours des top ads qui dépensent pas mal avec ce tarif-là. En statics, et on a aussi été intégré en vidéo. C'est-à-dire, on a converti dans nos meilleurs ads le hook qui commence par en fait ce qui marchait dans les statics. C'est-à-dire, on dit au revoir parce que les tarifs augmentent. On est une entreprise américaine, mais on se source bien sûr en Chine, etc. On le dit dans l'ads, et ça passe. Et on va bientôt fermer. Donc là, actuellement, vous avez la meilleure offre de tous les temps. Et ça marche très, très bien. Mais là, quand même un peu moins puissant, en fait. Ouais. Bon, moi, l'insight que j'ai eu, il était quand même très récent. Donc, eux, ils sont encore à fond là-dessus. Et je sais que sur l'Ads Library en règle générale, là, toujours maintenant, je vois du Black Friday. Des gros shops allemands qui parlent encore du Black Friday. Donc, la strat, pour moi, c'est ça. On réitère ça sur notre marché, à notre façon, avec notre produit, et on reprend ce qui marche ailleurs. Et c'est la stratégie d'énormément d'entreprises de partout dans le monde. On le voit même à Dubaï ou ailleurs, ils reprennent des stratégies toutes simples des États-Unis et boum, à leur sauce ici, ça fonctionne à merveille. Bref, c'était même la stratégie des frères qui ont créé Zalando. Ouais. Ils ont tout copié eBay et boum, ils ont fait la stratégie Blitzkrieg qui fonctionne très bien. Ouais, c'est pour ça que nous, dans notre semaine type, on a des cartes qui sont juste copier les compétiteurs direct, indirect, reprendre les mêmes ads et les convertir. Parce que c'est ce qui marche le mieux. Ouais, parce que tu court-circuites un travail qui a été fait par leur creative stratégiste et boum. Exactement. Après, ça, t'es limité. Après, c'est toujours bien d'avoir ta propre team qui fait les nouvelles choses que tu lances. Après, ce qui est très bien sur 4Play, c'est que tu peux analyser avec Spider. C'est-à-dire, tu prends la brand dans Spider, tu vas venir taper ensuite ces analyses de créatifs. Et en fait, tu vas venir voir tous les creative testing qu'ils lancent et les winners détectés. Ouais. Et en fait, c'est super parce qu'en fait, eux, ils testent et toi, tu reprends juste la creative winneuse qu'ils ont trouvée. Ouais. Et donc, nous, c'est ça notre process, c'est que on reprend les winners des dernières semaines, comme ça, on est constamment à jour. Eux, ils testent, nous, on reprend les winners. Totalement. Atria, il le fait aussi, je crois, quand tu follow les brands, mais c'est moins poussé. Ouais, mais c'est beaucoup moins cher, leur token. Ouais. C'est-à-dire, Spider, c'est quand même c'est un peu plus coûteux pour le nombre de marques que tu peux spy, du coup, mais c'est extrêmement poussé. Hein. Atria et 4Play, leur tools est vraiment magique parce que tu peux follow des brands, tu vois toutes leurs nouvelles LP, tu vois aussi les nouvelles LP, tu vois toutes les créatives qui spendent le plus. Tout d'un coup, il y a une nouvelle type d'LP qui convertit aux US sur tous tes concurrents. Boum, tu testes et t'es plus rapide que les concurrents et c'est banger. Et ça... il y a une nouvelle type d'LP, il y a une nouvelle type d'LP là, qui cartonne bien. Là, je peux partager en free value. C'est une LP type comparateur. C'est-à-dire, nous, on le fait. Vous avez une brand, vous allez venir créer un autre nom de domaine. C'est-à-dire, admettons, on a une brand sur les
sur les vases. Ok, vous allez venir créer un autre nom de domaine qui est, je sais pas, vase comparateur ou, La marque de fou. ou maison insight, je sais pas. Un nom un peu qui fait magazine. Et ça, vous allez pouvoir l'héberger sur, par exemple, Funelish ou une autre plateforme. C'est que vous allez venir créer un advertorial et cet advertorial-là, il va venir comparer toutes les solutions qui existent. Donc en fait, ça va venir targeter ceux qui sont aware des solutions. C'est-à-dire, ils savent qu'ils veulent acheter un vase, mais ils savent pas quelle est la meilleure solution, quel est le meilleur vase. Ouais. Donc, ta marque s'appelle Vaseo, tu rediriges sur comparateur vase. Voilà, exactement. Comme. Et là-dessus, tu vas venir comparer tous les vases que tes prospects s'intéressent. Admettons que tu as une grosse marque, je sais pas, vase d'Ikea, bah, tu vas montrer vase d'Ikea, ton vase et tous les vases. Et en fait, tu vas venir psychologiquement favoriser qu'ils achètent chez toi. Et en fait, tu mettras même qu'un bouton d'achat qui redirige chez toi. Toi, tu compares. Mais ceux qui sont intéressés par le vase d'Ikea, ils peuvent quand même presser pour aller sur le vase Non, d'Ikea. il n'y aura pas de bouton à tout carte. Parce qu'en fait, toi, tu as un magazine qui a analysé et qui renvoie juste sur ton choix numéro 1. Et ça, tu as le droit. Donc, en fait, ton choix numéro 1, c'est ton vase Vaseo. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu vas venir mettre toutes les solutions. On a analysé toutes les solutions. Une ressort du lot. OK. Tu analyses les solutions. Vase d'Ikea 4.2 et Vaseo 4.8, par exemple. Et ensuite, tu vas venir dire que c'est le meilleur choix pour l'avatar. Admettons que l'avatar, c'est une femme. Bah, tu vas mettre à Vaseo, c'est le meilleur choix pour les femmes de 30 ans. En tout cas, c'était voté top vase pour les femmes de 30 ans, tu vois. Comme ça, tu vas se dire, ah ouais, mais c'est ce qu'il me faut. Et après, tu renvoies. Il y a même quelque chose d'encore plus puissant, certains le font aux US, c'est qu'ils viennent mettre une VSL ensuite sur le dernier. Par exemple, tu vois, ton vase Vaseo, après, c'est moins... Ça s'y prête moins avec une VSL, parce qu'une VSL, ça sera pour un truc santé. Mais admettons que c'est un produit pour les genoux, pour soigner les douleurs de genoux. Et ensuite, bah, le dernier, la sangle ou la gaine, comment on peut appeler ça, la genouillère genou haut, bah, ils peuvent cliquer sur une vidéo. Puis là, c'est une VSL. C'est que là, ils vont venir parler de problèmes, etc. sur une vidéo plus longue. Ouais. Donc ça, j'ai pas encore analysé, mais il y a plusieurs brands qui le font. Et ça cartonne. Et nous, on le fait aussi. Bah, c'est un peu... c'est les mêmes ads qui discréditent les concurrents, quoi. Ouais. C'est ça sous forme de LP. De magazine, ouais. De magazine. Et quand tu fais ces LP, est-ce qu'il y a des ads en particulier qui fonctionnent le mieux ou c'est juste tu balances aussi sur toutes tes ads et tu fais Alors, idéalement, tu balances des ads type comparateur. Comme ça, tu sais que tu vas venir targeter les gens qui sont dans un stage d'awareness de comparation. C'est-à-dire qu'ils savent déjà les solutions. Tu vas pas venir forcément parler du problème direct. Tu peux tester. Mais en général, les ads qui marchent bien, c'est des ads statiques où c'est que tu montres plusieurs produits côte à côte. On a évalué les meilleurs. Ou des trucs controversés. Par exemple, vase Ikea, c'est pas ce que vous pensez. Ouais. Ou vase Ikea, top vase. Cliquez pourquoi. Puis ensuite, s'ils arrivent. Et tu peux mentionner, par exemple, Ikea ou les noms des concurrents? Alors, nous, on le fait pas. Il faudrait se renseigner, je sais pas légalement. On le fait pas. Ou on le floute. Je sais qu'il y a des marques qui floutent, qui font comme ça. Mais je sais pas si légalement tu peux mentionner. Ok. Et ta page, tu compares combien de... T'as dit 5 concurrents? 3 concurrents? Je saurais plus te dire de tête, mais il faut que ça reste smooth, pas trop long. 5, c'est bien. Ok. T'as des marques qui font ça, que les gens pourraient voir, des marques qui cartonnent, où ils pourraient voir ces liens? On mettra sinon à l'écran. En cosmétique, ouais, je sais plus le nom. J'ai dans un sheet, je pourrais mettre. Okay. Une LP aussi qui a bien performé pour nous, c'est elle est quand même un peu plus connue, c'est les quiz. Donc on avait un produit dans la fashion utile et il y a un avant-après en fait avec ce produit. Et donc la personne elle rentrait sur le quiz. On mettait par contre on avait testé sur absolument toutes les ads. Ça veut dire on avait toutes nos ads qui étaient live sur la LP1. Et boum, on a dupliqué tout et on a testé sur la LP2 et ça fonctionnait mieux sur la LP2, donc le quiz. Donc le quiz, la personne elle arrive, homme ou femme, et elle doit donner des caractéristiques de elle-même, c'est-à-dire elle met le nombre de poids qu'elle fait, la taille, etc. Admettons que c'est une femme, elle doit mettre aussi son taux de graisse qu'elle avait, enfin elle pouvait choisir une image de si elle était en surpoids ou autre, et ensuite quand elle pressait sur la réponse qu'elle donnait, elle mettait... on avait enlevé l'email, mais les concurrents avaient mis l'email, nous on avait enlevé, et on avait mis ok, parfait, on a le bon choix pour toi. Mais en fait, ça redirigeait tout le temps sur le même produit. Qu'importe la morphologie, qu'importe la taille, qu'importe tout.
C'est juste qu'en fait, il se sent impliqué. C'est-à-dire, il commence à mettre ses informations, boum, il met sa morphologie, boum, on presse dessus, boum, il est sur la même page que tout le monde, mais il croit que c'est une page spécifique pour elle. Donc voilà. Mais après, Et ça a bien marché? ça a bien marché comparé aux autres. On avait un meilleur taux d'achat, taux de conversion. L'application qu'on a utilisée, elle s'appelle Visual Quiz Builder, entre parenthèses VQB, jamais. Et après, vu que c'était du fashion, on avait aussi, pour ceux qui venaient pas de ce quiz, une application qu'on a mentionnée aussi avec Alex qui s'appelle Wear Size. Elle est top. Franchement, ça permet aux clients de mettre en 2 secondes leurs statistiques pour avoir la bonne taille. Et ça, c'est top. Wear, et c'est une application incroyable. C'est que c'est ultra intuitif. C'est-à-dire, tu cliques, ta mensuration et tout, ça te donne le bon fit. Mais on l'a AB testé parce que nous, on n'installe rien sans AB tester. Et mon sirop, il m'a dit, OK, il y a ça qui est top. Toi, ça a descendu, je crois. Hein. Et c'est moins rentable. Ouais, toi, c'est moins rentable. Parce que l'hypothèse. Ça dépend du produit quand même, un site. Ça. Ouais, ça dépend du produit. En fait, si c'est une friction pour la personne de trouver sa bonne taille, ça peut améliorer le taux de conversion. Mais sinon, ça peut le ralentir. Parce qu'en fait, ça va venir être plus compliqué. En fait, il doit faire plusieurs étapes, ça ralentit. Et nous, en fait, on a une particularité sur à peu près toutes les brands que je lance. C'est que les gens achètent en moins de 5 minutes. Avec Applovin, par exemple, il nous a dit, vous savez que vous faites acheter en moins de 5 minutes. C'est très impulsif. Et c'est pour ça qu'on a aussi j'ai toujours eu un taux de chargeback assez élevé. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais mentionné, mais c'est un truc qu'on a remarqué récemment, en fait, on fait acheter les gens très rapidement. Je pense que c'est dû à mes ads et à mon copywriting, c'est que c'est très émotionnel, c'est peut-être trop poussé, et du coup, les gens achètent très très vite. C'est-à-dire que tout ce qui va venir ralentir, ça freine le taux de conversion chez nous. Par exemple, là, le size, mon sirop, il m'a dit, j'ai jamais vu ça. Enfin, je pensais pas que ça allait donner ça. On a eu moins 30%, je crois, de taux de conversion. Ah ouais, quand même. Alors que le truc est mieux. C'est insane. Mais parce qu'en fait, ça ralentit la friction. Et mon hypothèse, c'est que nous, on fait des ads très émotionnels, un parcours très émotionnel, et puis tout ce qui va venir freiner, c'est pas bon. Ouais. Donc là, on va, à l'inverse, itérer sur comment réduire réduire ceci. Et je pense, par exemple, TikTok Shop, ça pourrait être énorme. Tu les achètes en un clic sur Amazon. Enfin, Amazon, c'est différent, mais on va essayer d'optimiser notre funnel Shopify plus simple, plus rapide. Ouais. Pour une stratégie que j'ai vue sur des marques qui scale fort, je sais pas si tu as déjà vu ça. On connaît tous, une fois que tu achètes le produit, boom, upsell. Boom, OTO1, boom, OTO2. Ensuite, matraquer avec l'emailing, pourquoi pas les SMS. Mais j'ai vu un concurrent qui est très bon en termes de chiffre d'affaires. Donc j'ai passé commande, on a passé commande. Upsell. Et après l'upsell, il y a une page qui redirige sur plein de sites connus et ils font de l'affiliation. Genre en mode avec, je dis un exemple, mais par exemple Amazon, ça redirige sur la catégorie Amazon d'un produit qui pourrait être complémentaire pour eux, mais eux ne s'en chargent pas après de shipper tout ça, mais ils font full affiliation et ils se mettent bien en affiliation. Ensuite, boum, un service carrément dans cette niche-là où ils ont genre 30% de ce que la vente donne en affiliation. Et je sais pas si tu as déjà vu ce type c'est assez banger parce qu'en fait, vu que tu as tellement de trafic, ben, tu peux le monétiser comme ça en affiliation. Et j'ai vu vraiment de grosses brands faire ça, faire de l'affiliation avec des gros services qui rapportent beaucoup. C'est intéressant parce que tu dirais, si tu... Mais c'est vraiment au gros volume. Hein. Les personnes, il y a eu genre 5 millions, 6 millions de trafic traqué sur SimilarWeb, sur ces shops. Mais c'est des shops e-com classiques. Hein. Tu ferais quoi si tu aurais énormément de volume sur un site pour optimiser, pour justement capitaliser sur ce volume-là? Ça, je suis en plein... C'est un peu les deep work de ces temps, c'est comment optimiser sur du volume. Alors, tu vois, à l'époque, tu pouvais faire des bannières Google AdSense. Mais... Gabriel, il fait toujours ça. Hein. Ouais, après, sur une brand, je pense pas que c'est la meilleure chose à faire. Non. C'est pas un marketplace. C'est pas un marketplace, mais honnêtement, je pense que tu as déjà passé commande chez tous tes plus gros concurrents. Analyse vraiment ou repasse commande. Tout d'un coup, ils ont fait des mises à jour sur leur thank you page. Il y a des nouvelles choses. Mais cette histoire d'affiliation dans la même niche, c'est très smart. J'avais vu rarement ça et je pense qu'il se met bien en affiliation aussi. Après, quand tu as beaucoup de trafic, c'est franchement abonnement. Quelque chose avec un abonnement, mais vraiment safe, en mode tu sais que
le client n'est pas biaisé, que tu sais que le client ne se fait pas avoir, parce que je vois énormément de boutiques où le client passe commande et après, avec le bouton, tu sais, il modifie toujours le bouton pour essayer d'avoir le Après, client, de sur prendre Shopify, tu peux l'upsell pas. ou même de prendre un abonnement. Ok, vous prenez l'abonnement, vous avez ça comme cadeau gratuit. Ça, c'est un peu limite, je trouve, mais si tu le tournes, que c'est tout le monde est gagnant, c'est banger. Ouais, nous, actuellement, ce qu'on fait, on n'a pas tant. Enfin, on a 5% des personnes qui prennent l'abonnement. Et c'est pas énorme, mais en fait, on est sur une box mensuelle après. Donc, en fait, c'est pour un produit, c'est qu'il n'y a pas du tout de recurring et on vend une box mensuelle qui sort de nulle part. Donc, c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour mettre de l'abonnement. C'est sympa. Là, on a à peu près 3000 subscribers qui payent 23 $. Donc, ça fait plus de 50K en recurring. Maintenant, mon dilemme du moment, c'est OK, on sait qu'on a ça. Maintenant, à quel point ça impacte le ROS break-even, l'acquisition, comment on peut être plus agressif par rapport à ça? Toi, en termes d'upsell, c'est quoi ton application que tu utilises ou Alors, honnêtement, le sur process? Shopify, on utilise Aftersell, Ok. mais je suis pas ultra fan parce que j'ai l'impression que sur Shopify versus Funelish et Checkout Champ, peu importe, même si ton upsell est quali, Oui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le il prennent. n'y a pas beaucoup de personnes qui le prennent. Nous, on a Aftersell, là, C'est, ouais, à l'époque, avec Checkoutix, putain, ça faisait du bien. Hein. là, c'est C'était. biaisé parce qu'on Ouais, a les mêmes upsells sur Funelish et on a un taux beaucoup plus élevé. ok. Parce que je pense Mais du que coup, t'as pas tout. Pourquoi tu mets pas tout sur Funelish? Parce que actuellement on est sur Shopify, on fait sur Checkout Champ, mais là on galère juste au niveau du recrutement. En fait, on n'arrive pas à avoir des personnes fiables pour faire les landing pages sur Checkout Champ ou Funelish. C'est-à-dire là on a personne qui fait les landing pages par exemple. On a mis des gens à l'essai, ça allait pas, ou là on a trouvé quelqu'un qui était bien, il était trop long, et après au bout d'un moment il répond plus. Bref, c'est des postes assez volatiles, donc là on est sur un recrutement sérieux par rapport à ça. Mais actuellement, c'est sur Funelish ou Checkout Champ. Mais Checkout Champ, je dirais, c'est plus optimisé que Funelish parce qu'il y a plus d'approval rate. C'est-à-dire au niveau des cartes de crédit, et un taux plus haut. C'est-à-dire que ça impacte le taux de conversion de manière plus significative. Et ça, c'est très bien parce que tu auras un meilleur AOV, meilleur taux de conversion sur un funnel. Ça demande un peu plus de skills et d'efforts, mais c'est Ça demande banger. du skills aux développeurs, juste. Ouais. Donc, ouais, ok. Ça, tu mets tout ça en place, Funelish, Checkout Champ, partir pour une personne qui fait 100K par mois, 300K par mois. À quel moment tu te dis que tu Ça dépend de la optimises niche. vraiment les upsells S'il est dans une niche santé, une niche très problème-solution, passer direct, faire direct, directement son funnel là-dessus. Direct. S'il est sur une niche plus, moins problème, plus c'est que les gens savent ce que c'est le produit, type vêtements, déco, etc., ça va moins être important. Donc là, faire peut-être des 1 million par mois pour optimiser. Totalement. Une autre application qu'on utilise là en ce moment, c'est Blocky Fraud Blocker. Donc en gros, tu vas pouvoir bloquer des pays où c'est que tu veux pas que les gens arrivent. Admettons que tu sais que tu es dans un pays européen et que tu sais que s'il y a d'autres pays qui viennent, tu sais que c'est pas les acheteurs, ça peut être des dropshippers ou ça peut être des gens mal intentionnés. Boum, tu peux bloquer tous ces pays. Tu peux bloquer aussi, suivant divers, les choses que tu mets à bloquer, des utilisateurs pourront pas venir, mais aussi tu peux bloquer les personnes qui installent les extensions comme PP Spy, comme SimilarWeb, non peut-être pas SimilarWeb, mais les autres. Tu sais, les dropshippers ils utilisent toutes des petites extensions et ça les bloque instantanément. Ils peuvent pas accéder au site et ça met oups, j'ai perdu la connexion sur le site et ça c'est top. Et j'espère qu'ils vont mettre une mise à jour pour Trend Track aussi. J'ai vu dans Analytics sur un de mes shops aux US, boum, session, overtime, Trend Track. Dans le top, dans le top 5-6. Donc là, Trend Track, on est en train de voir pour comment bloquer Trend Track aussi. Parce que, et tous les autres aussi. Mais Il y a des justement, solutions. cette extension fonctionne bien. Il y a des solutions, on a testé des solutions. Le seul problème, et ça je suis un peu moins fan, c'est que il y a des risques de bugs. Ouais, justement. C'est-à-dire, on a installé une solution, ça marchait bien. Ça faisait redescendre le nombre de visiteurs. Sur ordinateur surtout. Ouais. Sur mobile, normalement, ça devrait pas faire bugger. Mais en fait, d'un coup, ça a bugué et n'importe qui n'arrivait pas à accéder. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut un outil ultra fiable. Ouais. Mais cette application, elle est pas mal déjà pour la base. Ouais. Et ouais, sinon, tu as d'autres choses pour se protéger, pour les concurrents notamment qui volent du contenu, les concurrents qui attaquent ou
ou autre. Je sais qu'il y a l'application BustDem du gars qui a créé Tabs, la tablette Ouais. de chocolat là, pour On l'utilise. l'aphrodisiaque, qui est pas mal. On a Shopify DMCA qui est classique et qui est plus manuel mais qui fonctionne bien. Et sur Meta, il y a Meta Rights Manager qui marche bien. Si vraiment quelqu'un vous a copié-collé vos contenus, vous pouvez les faire sauter. Toi, tu as d'autres tips? Alors là, en fait, j'ai une manager qui dirige un gars. Et donc, moi, j'ai pas trop de vues là-dessus. Mais par contre, depuis peu, j'ai regardé et j'ai vu que c'était pas fait 100% comme les process que j'avais fait de base. Notamment, ils n'utilisaient pas White Manager sur Meta, alors que c'est ultra simple. Parce que il n'arrivait pas à se connecter et moi, je n'ai pas été informé. Donc, bref, j'ai dit, OK, je vais revoir tout ça parce que ça va pas. Moi, je vous ai fait un process, ça change, vous faites à votre sauce. Donc là, c'est un peu. La semaine prochaine, je vais un peu mettre mon nez là-dessus. Ça me plaît moins parce que ça rapporte pas trop. Ça évite que des autres fassent de l'argent. Du coup, ça t'en fait pas énormément perdre. Mais c'est quand même important. T'as Mais parlé c'est pas des assistants opérationnels tu fais un Justement, audio, moi, j'ai donné à mon assistant opérationnel qui devait manager ça et j'ai vu que c'était pas ultra bien managé. Donc, semaine prochaine, je vais un peu revoir. Mais en gros, on utilise aussi une app, BuzzDem. On utilise Facebook Right Manager qui permet de faire sauter automatiquement. Et si la personne prend plusieurs ads, et là, tu fais sauter toutes les ads, ça fait sauter sa page. Et ça, c'est pire. C'est-à-dire que si tu as une marque déposée et que tu fais ça à une marque qui te prend plusieurs ads, sa page saute et son nom de domaine peut être blacklisté. Enfin, sa page va disparaître et son nom de domaine peut avoir un shadow ban. Et ça, c'est très hard quand tu reçois ça. Donc ça, c'est le pire des trucs si tu es sur Meta, c'est de recevoir un DMCA d'une marque qui est déposée en brand protection. Donc ça, quand on le fait, qu'on voit quelqu'un, il prend plusieurs ads, bah là, c'est fini pour lui. Ensuite, DMCA Shopify, ou si vraiment il reprend trop et c'est trop abusé, ou il répète avec Google. Et là, il peut faire sauter Google, voire même le nom de domaine. Et si dans son nom de domaine, il y a un truc qui ressemble à notre marque qui est protégée, le nom de domaine saute. Donc là aussi, pour lui, c'est très compliqué. Et après, c'est à peu près tout. Après, on est plus embêté aussi sur Amazon. Puis là, c'est un avocat qui s'en Amazon, ils occupe. sont forts. Hein. Ouais. Mais là, pareil, c'est un avocat qui s'en occupe. On est aussi déposé en Chine. Comme ça, en Chine, ça peut permettre que si jamais il veut reprendre vraiment un truc qui est trop similaire, on n'autorise pas. Donc là, pareil, on a déposé copyright en Chine. Et c'est à peu près tout. Après, je suis pas un expert là-dedans. Mais Chine, la personne, elle refait ton produit de A à Z, juste il n'y a pas le logo. Ouais. Ça va, ça? Elle trouvera des autres factories. La factory qui a les meilleures qualités, qui on travaille, elle ne pourra pas travailler avec. Ok. C'est-à-dire que nous, on a testé pas mal de factories, ils ne pourront pas travailler avec parce qu'on a déposé sûr. exclusivité. Donc ça va être un peu plus compliqué pour elle d'avoir des trucs quali, des trucs même prix que nous et de faire du volume. Ouais, mais je sais que BustDem, c'est assez impressionnant. Tu mets toutes les datas de ta marque, tu informes tout l'IA de ce que tu as et comme contenu et tout, et boum, ça va attaquer tous les copieurs, et franchement, c'est bien fait. Ouais. Après, de toute façon, je dirais, franchement, à l'heure actuelle, ça sert plus à rien de copier. Quand tu veux copier, ça veut dire que tu veux des résultats instables, tu veux que même si ça marche, tu te fasses sauter du jour au lendemain. Et surtout sur Meta, tu prends le même contenu, tu vas avoir des très bons résultats au départ, ça donne un peu la dopamine et après c'est instable. Ouais. Même si tu te fais pas shutdown, tu n'arriveras pas à scaler parce qu'il faut que tu surclasses le compétiteur. Ouais. Donc en fait, je dirais ça peut être bien de copier. Ouais, je suis pas d'accord. Parce que tu copies, tu peux faire beaucoup d'argent. Mais tu copies sur le même marché, sur Meta, et que lui aimait sur Meta, oui, ok, là je suis d'accord avec toi. Voilà, en fait, si tu te bases que sur ces mêmes ads sur Meta, à l'heure actuelle, enfin nous on l'avait fait encore en 2024 pour tester, ça prend pas. Ouais. Ou ça prend et c'est instable. Et par contre, quand tu fais les mêmes ads avec ton propre contenu, là c'est bangers. Totalement. Mais quand, par exemple, un concurrent, je sais qu'il y avait les Loop Airplug, là, le produit pour les oreilles, pour bien dormir et pour être en deep work, etc. C'est que tu as eu énormément de concurrents qui sont venus sur Google AdWords, boum, un nom similaire, boum, capitaliser sur le trafic gratuit que Loop fait le travail en ad et tout pour ramener beaucoup de monde. Boum, sur tous les pays où eux, ils étaient mal positionnés sur Google, ils sont venus rafler la mise. Il y a énormément de marques qui font ça. Et du coup, ils reprennent un peu le contenu de la base du site, ils modifient un tout petit peu, et ça, c'est banger. Tu vois.
Après, c'est un peu différent. C'est différent. Moi, je mais- parle plus en termes d'ads sur Meta. Ok, ads sur Meta. Parce qu'il y a aussi, boum, tu reprends concurrent US, Meta, tu vas sur TikTok, une offre plus agressive, Ouais. BOGO offert, fini. Ouais, Ça bien sûr. marche très bien aussi. Et Snap, ça marche bien aussi pour, encore une fois, la marque Comfort qui a fait 500 millions. Il spend 150K dessus. Et il fait beaucoup de white posting, c'est-à-dire il a des influx sur Snap qui postent du contenu organique, des contenus affiliate. Et ensuite, sur Meta, boum, il prend son profil en whitelisting et il fait de l'ads et ça cartonne. Toi d'ailleurs, est-ce que tu as de l'expérience sur tout ce qui est whitelisting, tout ce qui est. Tu bosses avec un influx, tu reprends sa page Insta, etc. Tu balances de l'ads avec cette page-là. Non, Ok. Et du coup, est-ce pas que assez toi. d'expérience Ok, ok. pour- Et concernant les pages, on le sait de plus en plus. Tu vends par exemple un lisseur pour les cheveux. Ton lisseur pour les cheveux, il s'appelle Youn, Join. Ben, ta page va s'appeler Join lisseur, etc. Mais on le sait tous que par exemple, tu fais une page qui s'appelle le blog d'Emily ou voilà, quelque chose comme ça. Tu vas run de l'as dessus. Tu peux avoir des ads, tu peux avoir des statistiques complètement différentes. Donc, avoir plusieurs pages pour une brand, c'est très très intéressant. Toi, tu recommandes combien de pages? Admettons quelqu'un qui fait 500K par mois sur un lisseur de cheveux aux US, qui veut scaler à 1 million. Il run sur une page. Tu conseilles comment d'AB tester les pages, après combien de spend. Toi, ton process actuel, c'est quoi? Pour les pages Facebook, mon process actuel, c'est de faire différentes pages sous différents types, c'est-à-dire des pages type docteur, des pages type comparateur, des pages type la niche. Admettons qu'on est dans la niche du lisseur, ben c'est mes cheveux en bonne santé, par exemple. Ou les top produits pour cheveux en 2025. Faites plein de pages différentes. Des pages aussi avec l'avatar. C'est-à-dire qu'on sait que c'est Emily Johnson, qui a 30 ans, qui peut acheter ça. Ben, je vais faire des Emily Johnson, qui a 30 ans. Tu fais une page qui s'appelle. Une page Emily. qui s'appelle Emily Ok. Johnson avec la photo type de mon avatar pour que ça résonne avec les personnes. Et cette page-là, tu mets des likes ou un peu et tu laisses comme ça? On C'est achète égal? des anciennes pages Ok, ok. et après on rechange le nom. Et on met aucune information par rapport à la brand. C'est vraiment une page comme si c'était cette personne-là. Donc, sur la page, il n'y a même pas le site du. Non, rien, justement. Donc, on fait pas mal de pages comme ça, puis après, on va venir tester pour voir ce qui résonne. Et un truc qui marche aussi bien, c'est de me faire de l'autre sexe. Par exemple, tu vends les lisseurs, mais tu vas venir faire une page de peut-être Marc Dwayne. Un gars peut-être beau gosse, et peut-être les filles, ça va les faire cliquer. Chez les gars, c'est l'inverse. Tu vas venir mettre une fille un peu plus jeune, tu vois, séduisante, et ça va faire cliquer plus facilement. Dans l'exemple du lisseur, tu vends le lisseur, tu fais une page pour hommes, du coup, pour tester. Dans les ads, tu mets les mêmes ads que toutes les autres ads ou tu fais une ad avec un gars qui dit ah les gars, les filles. Ça serait bien, mais c'est un peu trop compliqué. Nous, ce qu'on fait, Ok. c'est qu'on prend tous nos top ads et on va venir tester toutes les ads sur les différentes nouvelles pages. Puis ensuite, on va regarder ok, quelle page fonctionne le mieux. Et après, on va se concentrer sur ces 3 pages sur les 10 à peu près en remarketing, en retargeting, en cold. C'est qu'on va venir, quand on a des ads, des itérations, balancer un peu aussi sur ces ads-là. Et ce qui est très bien, c'est qu'en fait, les gens ils vont voir des ads sous différentes pages. Pour eux, c'est comme si les gens partageaient ceci. Donc, ça fait une espèce de viralité. Et Totalement. en remarketing, ça, on le fait systématiquement. C'est-à-dire que pour les visiteurs et pour ceux qui ont AdToCart et Initiate Checkout, là, il y aura plein de pages différentes qui vont venir montrer différentes ads différentes. C'est-à-dire que pour eux, une fois qu'ils auront vu le site, ils vont voir plein de personnes qui parlent du même produit. Et ça, c'est bangers. Ça fait un effet viralité. Ouais, je sais qu'il y avait Marine qui avait même expliqué que quand tu fais ça, tu utilises plusieurs pages différentes, que le client arrive sur le newsfeed, il scrolle, il peut voir plusieurs fois ton ad. Ouais, exactement. Et ça, c'est banger, parce qu'en principe, avec une page, tu vois une fois, après tu dois te reconnecter pour la revoir ou tu la revois un peu plus tard. Mais là, tu peux voir plusieurs fois. C'est-à-dire tu peux voir une ads statique, ensuite tu scrolls, tu vois une ads vidéo pour le même produit, mais boum, une autre page, et c'est vraiment banger ça. C'est vraiment banger. Ouais. Et avec le whitelisting, c'est encore plus puissant, parce que là, le reach est encore mieux. Ouais. Et là, c'est encore vraiment plus puissant. C'est quelque chose qu'en Europe, les gens font pas assez, hein. Ouais. Alors que c'est des résultats. Ouais. En fait, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Les gens les influenceurs, souvent, savent pas comment se positionner, demandent des prix très chers, des veulent pas.
Ah non, mais je dis même pas forcément white, juste avoir plusieurs pages, quoi. Juste, Ah non, moi, quand je parle de whitelisting, Ouais, les c'est deux, mais- accès à la page de l'influx. Je suivais une formation de quelqu'un qui avait 100 millions de spends sur Meta, quelque chose comme ça. Et il disait whitelisting, white posting, enfin, reprendre le post des influx, c'est game changer pour eux. Mhm. Surtout aussi dans tout ce qui est fashion, c'est vraiment banger. Je sais que la marque Icon Amsterdam, c'était plein d'influx hommes. Boum, ils reprenaient, ils utilisaient leur ID pour faire de l'Ads Insta et ça cartonne. Mhm. Et puis après, dans l'Ads, ils disaient ouais, alors les gars, j'ai trouvé ce truc, pour vous, le deal. Boum, ultra Ouais. banger, tu vois. Et ça, c'est très, très, très fort. Ouais, c'est fort. Ça, c'est un truc qu'on fait pas assez. Toi, récemment, là, ces derniers jours, c'est quoi ce que tu as appris qui peut être le plus valuable pour les internautes? Alors, pour les internautes, je pense que ça peut être valuable. C'est un testing de nouveaux produits qu'on a fait pour une brand. Donc, une brand, on a intégré un nouveau produit. Et on a testé que des statics au départ pour un peu voir sur quel message, quel angle ça allait dépenser. Et on a lancé $300 de budget. D'habitude, on fait 500, mais là, je voulais mettre un peu plus bas. Premier jour, ROS 0.5, un truc du style. Deuxième jour, 0.8. Troisième jour, 1.24, un truc du style. Donc, on n'est pas rentable. Et comme c'est pour une brand, je me dis, on a un peu plus de temps. Donc là, je fais une analyse sur où c'est que ça spend, même si c'est pas rentable. Donc, je vois que le Meta dépense du budget sur des messages. Et là, je vais itérer les statiques vite fait. Donc, je me dis, je prends 10 minutes, je reprends ces statiques, je fais des itérations et je rebalance dans la CBO. Et là, deuxième jour, ROS un peu mieux, 1,60 et quelques. Et troisième jour, 2. Et là, on est toujours au-dessus de 2. Et on est à 1K5 de spend. Donc, en une semaine. Donc là, c'est très frais, c'est en une semaine. Recurring? Non, pas recurring. Pas recurring. Produit par recurring. Et donc, en fait, c'est intéressant, c'est que même si ça démarre pas, ça veut pas dire que c'est foutu. Ça veut pas dire que le produit est foutu. Pourtant, on a mis beaucoup d'ads dedans. Dedans, on a mis peut-être, je sais pas, 40 statics. Ouais. Et ben, il a fallu avoir de la data dessus, remettre des itérations pour que ça prenne et pour finir, que là, ça dépend sur une ads qui faisait partie des premières ads au départ. Parce que Meta n'avait pas spendé encore dessus. Et c'est drôle de voir à quel point l'algorithme fonctionne. T'as testé plusieurs ad accounts? Non. Ah oui, on a testé deux ad accounts sur celui-là. 2 ad accounts. Et après, on a coupé dès que celle-ci prenait bien. Pour regarder seulement sur un ad account. Et là, à voir comment on peut spend, mais là, actuellement, que des statics. C'est-à-dire que des statics, c'est qu'on n'avait pas de contenu en plus statique. Il y avait très peu de contenu et on a fait simplement avec l'IA. Enfin, j'ai fait avec l'IA très rapidement avec ChatGPT. Donc là, clairement, là, ce qui marche le mieux, c'est une ads fait par ChatGPT. C'est qu'il y a juste une bonne headline, comme j'ai expliqué avant, sub-headline, et après d'autres aspects du produit. Donc voilà pour la petite. C'est le new produit d'une brand, du coup. Ouais. Donc là, tu vas commencer à faire la production vidéo. Exactement, et c'est déjà en cours. En fait, c'est juste pris un peu plus de temps. C'est déjà en cours. On a déjà des contenus d'acteurs UGC, du contenu fait par l'IA, du contenu fait par moi-même, et des scripts déjà tout prêts. Et là, ça va juste être setup. Donc voilà pour la petite insight. Toi, tu run en ce moment avec des micro-influenceurs? Non. Ok. On l'a fait début 2025. On était rentable. Simplement, on travaillait avec une agence qui nous le faisait. Et après, moi, je voulais pouvoir scaler, faire beaucoup plus massivement. Et là, ce n'est pas la bonne période, honnêtement, parce qu'on avait encore des problèmes avec le supplier. Il a envoyé à quelques influx sans un propre packaging et tout. Et ça nous demandait quand même pas mal d'énergie pour ce que ça nous rapportait. Donc j'ai dit, on met en stop, on relance Q3. Q3, on va faire stratégie de micro-influx gifting. C'est que là, on va leur donner un bon packaging, bien fait. Et là, on va envoyer massivement pour avoir massivement du contenu pour être bien pendant le Q4. Ouais, prépare-toi bien en avance. Hein. Ouais. Bah, ça va commencer maintenant. Parce que, ouais, encore une fois, je reprends cet exemple de Confort qui a fait 500 millions l'année passée. Sa stratégie clé, c'était le gifting, c'était les micro-influenceurs. C'était que le plus possible de créateurs qui est dans son persona publient son produit. Et vu que le produit est vraiment, vraiment, vraiment bien, c'est un pull ultra, ultra confortable. Alors vraiment, parce que moi, j'ai fait beaucoup de fashion, Ouais. tu vois. J'ai vendu beaucoup de pulls, non pas parce qu'ils étaient confortables, mais parce que
boum, tu le vois, tu as envie d'acheter. Ouais. Boum, tu le vois, la jeune femme, elle se voit dedans. Le jeune homme, il se voit, voilà, il est beau, voilà, costaud. Et il le reçoit, il va pas en acheter 10. Mhm. Il est content, ok, vite fait, tu vois. Mais quand tu as du fashion qui est ultra, ultra confort, tu l'envoies en gifting, le client, il est super content. Bah, c'est game changer. D'ailleurs, il a fait des micro-trottoirs pour les ads et on lui disait que ces micro-trottoirs étaient scriptés. Et là, il avait mis une story, je sais pas si elle est encore dispo. Et on voit un client qui le met et il crie de joie et tout. Vraiment, genre, c'est même pas Ouais. pour le script. Et c'est vraiment banger. Là, moi, je suis aussi en train de planifier ça. Et mon but, c'est d'avoir le maximum possible amount of people qui parlent de mon produit. Mhm. Donc, je suis en train de voir si je fais. Dans tous les cas, il y aura un pôle que ce sera mon équipe qui s'en chargera de contacter un maximum de micro-influenceurs avec Modash. Modash, on avait déjà utilisé, c'est une plateforme où tu as énormément de micro-influenceurs, d'influenceurs et tu as leur contact, donc c'est banger. Sur Fastmos aussi. Le Fastmos, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme Calodata, mais en mieux. Ça veut dire que vous pouvez aller sur cette plateforme et voir les statistiques qu'ont tous les micro-influenceurs qui utilisent TikTok Shop. Donc, tu as toutes les statistiques de TikTok Shop. Et sur Fastmos, ils ont fait une mise à jour. Si tu prends le plan premium, tu as accès à l'email de tous ces influenceurs. Donc, c'est assez banger. Et je vais avoir un pôle qui s'occupe de ça. Mais je me demande si c'est pas aussi intéressant d'avoir plusieurs agences et pas qu'une. Tu vois, toi, tu voulais scaler, tu avais une agence. Mais toi, tu en prendrais plusieurs. Est-ce que tu as déjà eu de l'expérience à travailler avec plusieurs agences pour un même pôle? Parce que vu que les micro-influenceurs, c'est pas vraiment comme de l'ADS. En fait, plus t'en as, mieux c'est. Ouais. Mais là, je pense que ça a du sens ce que tu dis et de travailler avec plusieurs agences, ça peut être Ok. intéressant. Ouais. Ok. Vraiment intéressant. Top. D'ailleurs, tu me diras, on fera la même stratégie que tu fais. Vas-y, Mm. on se tient au jus. Ben, ouais. Toi, Snapchat Ads, t'as pu déjà bien scaler? Parce que quand je vois des personnes qui spendent 200K, 150K dessus, je me dis que en fait, c'est plus grand que ce que je pensais. Ouais, mais Snapchat, non, actuellement, aucun focus dessus. Actuellement, on run Pinterest, Applevin, Meta, TikTok, programmatique et Google, bien sûr. Je sais pas si je l'ai mentionné, mais bien sûr Google. Et là, le but, ça va être d'avoir plus de spend sur Google. Là, on travaille avec un top media buyer. Et normalement, on va pouvoir avoir plus de spend avec Demand Gen et YouTube. TikTok, c'est plutôt OK. Je sais pas combien on a de pourcentage du spend. Pas tant que ça, mais c'est quand même bien et c'est constant. Pinterest, c'est plutôt bien. Franchement, plutôt bien. Là, on est presque. Je vais pas dire les montants de spend, mais on est bien. Ah, c'est mon frère qui gère. Et on va intégrer en fait des nouveaux canaux d'acquisition. Tous les carteurs, on en intègre 2-3. Puis le but, c'est d'en avoir un qui marche vraiment bien. Et là, pour l'instant, bah, en fait, tout ce qu'on lance, ça marche plutôt bien du moment qu'on comprend bien la plateforme et qu'on lui donne bien ce qu'il veut. Et Snap, ouais, je pense qu'on va intégrer. Snap. Et ensuite, il y a Bing Ads aussi. Bing Ads, il y a 10% du TAM Google. Ouais, c'est énorme. Donc c'est quand même énorme parce que tu as moins que 10% des concurrents. Ouais, T'as compris ce que je voulais dire. Ouais. Genre, en gros, tu as beaucoup moins de pourcentage de personnes qui sont des advertisers. ouais. Et j'ai vu des personnes qui détectent des produits winners sur Google. Boom, Bing Ads. Même stratégie que Meta et TikTok. Tu vois. Mhm. Donc ça, c'est fort. J'ai vu aussi récemment, et je me fais beaucoup targeter par des produits fashion, des produits d'e-com, gadgets, etc. sur Twitter Ads. Et je vois Mhm. des nombres d'impressions qui sont énormes. Je voulais Ouais. savoir si toi, tu as déjà testé. Moi, j'ai jamais testé. Non, pas encore. Ok. Pas encore. En fait, si tu veux, dans les canaux d'acquisition, j'ai classé par ordre d'importance Bien sûr. et par ordre d'impact. Et ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'on a aussi Amazon et TikTok Shop, mais qui est en stade de début. Et pour moi, ce qui a le plus d'impact, c'est TikTok Shop. Donc je dirais Meta, TikTok Shop, c'est le deuxième, ce qui a le plus d'impact. Mais après, en termes de stabilité, tout, ben, Google. Et après, Amazon est aussi très sous-exploité, très puissant, très très puissant. Et après, il va y avoir le retail. Ça, c'est pas des plateformes publicitaires, mais c'est canaux de distribution, retail, ça peut être ultra, ultra bangers. Quand on sait qu'il y a des marques, elles font quasiment que du retail, ou Bien elles sûr. ont fait que du retail, c'est 80% de leur chiffre d'affaires, c'est retail, c'est 20% en ligne. Donc le retail, Surtout aux US. ouais, surtout aux US, ouais. Et tu as moins de personnes, tu as moins de concurrents que Meta, disons. Ouais. En tant que marque
DTC, t'as beaucoup moins de concurrents. C'est ça, sauf que tu dois être une vraie marque. Tu vois, tu peux pas. Ouais, et il va te manger sur les prix, mais vu que t'as la quantité. Exactement. Tandis que tu vois, moi, mes skills, enfin, nous, nos skills, c'est d'être très fort en ads, faire beaucoup d'argent avec Meta. Mais après, en termes de brand, tout le reste, tu vois, de compte Insta, on n'a même pas de compte Insta. Donc, tu vois, tout ça, on doit commencer à le construire. C'est ce qui rapporte pas le plus d'argent maintenant, mais par contre, après, tu peux avoir des En deals. valo, c'est Et en valo, c'est important, ouais. totalement. Et là, si je peux partager une insight, c'est pas être mon insight de la fin. Vu qu'on arrive bientôt à la fin de podcast. Bref, là, de toute façon, on a partagé que des insights. Je suis en train de mettre un process en place pour que chaque semaine, on analyse les nouveaux commentaires qu'on a sur Trustpilot, sur Meta, sur le site, bref, par des sondages, et de faire un process sur comment utiliser ces sondages, ces commentaires de clients pour justement exploiter sur des nouveaux ads, pour créer des nouvelles idées, pour publier sur les réseaux sociaux. En fait, pour exploiter un bon commentaire positif en itération sur les ads, sur le site, sur le branding. Chose Tu qu'on vois ce fait que je veux dire? déjà quand tu lances une brand ou quand tu veux scaler, tu vas sur Amazon et tu regardes les concurrents, les avis, etc. Voilà, Du mais coup, le but, tes propres avis. c'est de refaire avec les propres avis chaque semaine. Parce qu'on a des avis pépites. Et en fait, OK, on avait un avis pépite, donc un vrai avis. J'ai simplement pris l'avis, je l'ai mis en ads sur Canva. J'ai fait une variation avec un titre, c'est que je mettais un titre pour décrire cet avis. Une variation, c'est que je mettais le produit en dessous. Et cet ads-là était une top ads. Et je me suis dit, OK, bah, il faudrait itérer plus. Pourquoi pas reprendre quand on a des bons avis comme ça, Bangers, poster sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur nos comptes Insta, le compte Facebook, euh, même si nous, pour l'instant, on ne postait pas encore assez. Réutiliser cet as-là pour justement faire des variations sur les winners. OK, tu reprends ce qu'il a dit lui et tu le mets peut-être en début d'ads, ou tu le mets en lead, ou tu le mets en testimonial sur la meilleure ad. Toi, tu fais des itérations par rapport à ce concept qui est prouvé. Et justement, je suis en train de. C'est dans ma to-do de la semaine prochaine, dans un deep work, à faire un process pour itérer sur les bons commentaires. Toi, tu en penses quoi? Je pense que c'est banger parce que ça rejoint un peu aussi la strat de Time Brand. Tu vas voir les orders, donc les commandes, tes clients qui ont passé le plus de commandes, parce que sur Shopify et autres, tu peux filtrer. Et tes clients qui ont passé le plus de commandes, bah, c'est eux qui ont le meilleur avis. Et c'est eux qui savent, ils sont vraiment satisfaits de ton produit. Bah, à eux, déjà, tu peux leur demander des ads. Ils vont faire des ads vraiment, même si elles sont moches, elles vont bien marcher Ouais. parce que c'est vraiment le client type. Et bah, si tu récoltes des avis des personnes similaires comme ça, oui, tu auras des ads bangers. Si tu les mixes, tu as tes top ads, je pense que ça peut que avoir un bon hit rate. Ouais. Donc ça, c'est banger. Et aussi, franchement, c'est banger pour ceux qui ont une brand long terme, etc., avec un bon produit. Vous allez vraiment dans le top 10% de tous vos clients, vous les contactez, vous faites un deal avec eux, pourcentage, pas pourcentage, produit gratuit, etc. Vous leur envoyez le produit, vous demandez un petit avis brut et honnête, boum, ça cartonne en ads. Vous les mixez avec des b-rolls, vous faites des mash-up. Franchement, là, c'est fort. Ouais. Ça, c'est magnifique. Et j'ai entendu, moi, comme insight cette semaine d'un de nos amis qui m'a dit que là, vraiment, YouTube, Demon de Gem, là, le YouTube Short que Google est en train de pousser, c'est quand même un petit peu boosted. C'est quand même pas mal fort. Apparemment, il y a des 100, 200 KD juste avec ce canal d'acquisition aux US. Donc, pour ceux qui s'y connaissent en Google, honnêtement, foncez sur le Demon Gem et avec le Shorts. Donc, en gros, jusqu'à aujourd'hui, il y a peu de temps, Google Ads était vraiment bon pour faire juste, voilà, tu mets du Google Shopping, tu mets de l'Ads texte et boum, tu vends. Sur les gens qui connaissaient déjà le produit ou la solution, qui voulaient, en fait, les gens qui étaient déjà intéressés, en fait. Voilà, c'est ça. Mais là, maintenant, c'est en train de vraiment pousser et essayer de faire concurrence, entre guillemets, concurrence à Meta, mais d'avoir un peu le même système où tu balances des créatives et tu vends avec des personnes qui ne connaissent pas. Et ça, c'est banger. Et on est en train de le tester, là, du coup, en Europe. On est en train de lancer, là, maintenant, les ads. Mais j'ai des insights qu'apparemment, ça performe très bien, ça. D'ailleurs, tu m'as parlé en off que tu as un bon media buyer Google. Moi, je voulais savoir ton process pour le trouver. Qu'est-ce que tu as mis en place? Alors, en gros, on fait un poste de recrutement Ok. qui est un process, je vais le simplifier parce que sinon on pourra faire tout un podcast dessus. Déjà, de un, je ne considère pas être un expert en recrutement, mais en gros, notre process, on ouvre une pipeline de recrutement. Ok, on sait quel profil on veut. On va venir définir exactement quelle personne on veut.
faire une scorecard, quel est le type exact de la personne qu'on veut. Ensuite, on va venir ouvrir cette pipeline de recrutement sur Asana. Donc là, on va créer... Moi, je vais remplir... Maintenant, j'ai une personne qui le fait. Moi, je vais remplir le form. Donc, je vais renseigner les questions pour que lui comprenne qui c'est qu'on veut. Et lui, après, il va venir recruter, faire entrer les gens dans un Google Form qui vont venir répondre à des questions. Puis comme ça, on aura des candidats shortlistés avec leurs réponses. Et on va pouvoir sélectionner les meilleurs qu'on va pouvoir mettre soit en interview, soit en trial. Les Dépend des meilleurs postes. déjà qui répondent aux questions, du coup, Ouais. selon le questionnaire. Et selon leur profil. Et après, ils font le trial. Oui, on fait le premier interview, ça dépend des postes. Sur un pilier d'auditeur, on ne fait pas un interview, on fait directement un trial. Le trial, il est payé? Ouais. Il est payé au même Non, tarif un peu plus bas que ce qu'ils demandent. Et après, on les met, on fait un appel, 1 ou 2 appels. Un appel plutôt C'est toi culture qui fit. fais les appels ou c'est ton OP Là, moi, j'ai fait les appels seulement avec les créatifs stratégistes, mais ça serait important que je fasse pour le reste. Mais là, pour Google, j'ai fait aussi. Et là, en fait, la personne que j'ai eue, c'est plus un type agence. C'est une petite agence, mais qui spend 10 M par mois et que je trouve très bon. Mais maintenant, à voir ce que ça donne. Et lui, comment je l'avais recruté? Lui, en fait, il faisait partie de mes contacts sur WhatsApp. En fait, j'ai tapé sur WhatsApp Google pour voir qui c'est que j'avais et je lui ai dit, écoute, Ça marche bien des fois, ça. ouais, j'ai dit, j'ai ton contact. Et il m'a dit, ok, on fait un appel et puis voilà. Ouais, top. Et à voir. Donc voilà. Et le réseau, du coup, c'est très Ouais, fort. le réseau. La Et puissance lui, du je crois que je réseau. l'avais rencontré dans un mastermind. C'est Donc, ça. ouais, le Mastermind. Mastermind, ça vaut de l'or. Ouais, et partager de la value si Ouais. vous avez quelque chose qui peut aider les autres. Le fait de partager de la value aux autres, ça vous donne plus de value à vous indirectement. Il y a la balance de la value, comme on en parlait avant en off. Je sais pas comment décider ça. Mais quand tu donnes beaucoup de value, bah en fait, l'univers te redonne cette value Ouais. d'une façon ou d'une autre, richesse ou autre, et c'est banger. Le réseau, c'est Il n'y a rien de très bon. mauvais à trop donner. Ouais. Il y a rien de Surtout mauvais. l'information. Surtout l'information qu'on donne, en fait, Mhm. qui nous coûte pas de partager, tu vois. Ouais. On perd pas notre business en partageant, et du coup, bah, c'est de la duplication, et bon, je sais pas comment expliquer, mais Ouais, je comprends. ok, top. Ah, et un autre insight qu'on peut partager ici, gros insight, ça on pourra remercier Selim qui nous a partagé ça au meet-up. Donc à nouveau, les meet-up, là, si vous pouvez faire des meet-up, entourez-vous d'e-commerçants. Les insights, vous allez avoir des insights chaque semaine et ça c'est bangers. Et il a partagé une insight qui va pouvoir être applicable dès maintenant. L'insight, c'est pour vous permettre de récupérer beaucoup plus de paniers abandonnés. Donc rendez-vous sur Klaviyo, allez dans votre flow panier abandonné et allez voir le trigger que vous avez mis pour déclencher votre flow. Si c'est initiate checkout, vous allez perdre tous les gens qui ont ajouté au panier et ensuite qu'ils ont lâché avant le initiate checkout. Donc Ouais, le faut enlever tips, le checkout started. le tip, c'est de enlever le checkout started et de mettre add to cart, ceux qu'on ajouté au panier. Comme ça, vous allez avoir beaucoup plus de clients en fait. C'est un gros tips bangers qui peut, si vous avez déjà une marque, un site qui tourne, vous faire gagner beaucoup d'argent. Totalement. Totalement. Et aussi, pour toutes les personnes qui scalent sur Meta, qui ne sont pas au courant de ça, qu'on le voit et on le fait, c'est d'exclure, bien évidemment, les acheteurs. Si, admettons, vous êtes un produit qui ne se rachète pas, forcément, voilà, vous allez exclure les acheteurs à 60 ou 180 jours. Mais aussi exclure la base d'email. Beaucoup de personnes oublient parce que sur Meta, on ne traque pas super bien tout le temps les achats. Ça peut venir de droite à gauche. Par contre, la base d'email que vous avez dans votre Shopify et Klaviyo, ceux qui ont acheté, voilà, ils ont leur email et vous savez que c'est des acheteurs. Vous allez les exclure. Comme ça, vous n'allez pas republier, remontrer des ads à quelqu'un qui vient d'acheter. Donc aussi ça. Et aussi, du coup, dernière petite value que je peux partager, c'est l'IA qui s'appelle BrandWise AI, qui est simplement une IA qui vous permet de répondre, grâce à la puissance de l'intelligence artificielle, à tous les commentaires de vos ads. Alors, peut-être pas tout, mais la plupart des commentaires. Ça vient masquer aussi les commentaires négatifs. Vous pouvez aussi lui donner de la data sur votre brand et les mots-clés que vous ne voulez pas que ça apparaisse. Par exemple, vous avez du fashion et vous avez souvent des clients qui disent oui, mais j'ai vu ce produit un peu similaire sur Temu. Boum, vous pouvez bloquer tous ces mots-clés et ça le fait automatiquement pour vous. Parce qu'avec le filtre de la page méta, des fois, c'est pas top. Et avec cette IA, c'est vraiment top.
Alors, je vais les player parce que après dans les commentaires ils vont demander. Donc c'est BRANDWISE. IA. Et elle est vraiment top. Vous pouvez vraiment répondre, ça répond pour vous positivement et tout. Donc ça c'est top. Merci à tous d'avoir visionné ce podcast. Je vous retrouve très bientôt, bien accompagné de Matteo Pellegrini. C'était nul. On peut terminer là-dessus. Allez, à bientôt. Tant pis. Je prends un flanc et basta. Now, I speak French, and this to me sounded like a stressed man late for dinner struggling to choose a dessert.